préparé une intervention que j'avais minutée à 23 minutes. Je ne sais pas si vous me donnez ce temps. Oui, c'est un peu beaucoup, essayez de faire 10 minutes. Non, non, donc je vais la scalper. Hein. Donc, l'intervention, ah non, non, l'intervention in extenso sera publiée. Oui, bien sûr, oui. Pardon pour le discours qui va être un peu décousu. Alors, bien sûr, le conflit du Sahara occidental fait partie de la Méditerranée des problèmes. Y a-t-il, à partir de ce conflit, une Méditerranée des solutions? C'est ce qu'on avait essayé, qu'on essaye encore de faire au Maghreb, autour d'un réseau, et c'est ce réseau que je voulais vous présenter. Alors, pour commencer, déjà, je dirais que donner un adjectif à Sahara engage déjà le locuteur dans le conflit. Pour la majorité des Marocains, le Sahara est marocain. Pour l'Algérie et le Polisario, le Sahara est la patrie du peuple sahraoui, représenté par la République arabe sahraoui, l'ARAST. Pour les Nations Unies, il s'agit d'un conflit non résolu de la décolonisation des territoires. Donc le Sahara en question ne peut avoir comme adjectif qu'occidental, ce qui est une localisation géographique. Bien entendu, le conflit est plus complexe. C'est un produit à la fois de l'histoire coloniale, de la géopolitique au Maghreb, des liens sociaux dans la région et des développements politiques depuis l'indépendance des pays de l'Afrique du Nord. Bon, je voulais donc faire déconstruire cette complexité avec 14 éléments d'analyse, mais je vais les scalper et passer. Je parlerai donc seulement d'une manière très, très condensée de la singularité de la colonisation du Maroc, qui est un premier élément dans cette complexité saharienne. Le pays Maroc a été donc colonisé et divisé en 5 zones dès le départ, donc 2 administrées par la France, c'est le Maroc du centre et du sud et l'actuelle Mauritanie, qui faisait partie de l'ensemble chérifien marocain, 2 par l'Espagne, le Maroc du nord et le Sahara occidental, et une autre zone, c'est la zone internationale administrée par un Conseil des Nations, c'est Tanger et sa région. Le choix du Maroc lors de la négociation pour l'indépendance de séparer souveraineté et intégrité territoriale, de recouvrer la première immédiatement après la signature de l'acte d'indépendance le 2 mars 1956 et d'étaler la seconde dans le temps en optant pour une récupération par étapes des territoires occupés, ce qui s'était fait donc en 1956, puis un autre territoire en 1958, un autre en 1969 et puis le Sahara en 1976. Cela constitue un deuxième élément dans cette complexité parce que les puissances internationales et les forces régionales interprétèrent cette démarche comme un début de renoncement à un droit historique, surtout après la reconnaissance du Maroc par la Mauritanie comme État indépendant en 1969. Un autre élément de complication, c'est l'interpénétration organique entre l'armée de libération marocaine et le Front de libération nationale algérien. Notamment qu'ils avaient donc des interférences importantes au niveau de plusieurs éléments, formation des militaires, formation des résistants, achat des armes, négociations au sein de la Ligue arabe, etc. Ça s'est compliqué encore plus avec l'arrivée dans la scène à l'époque de l'émir Abdelkrim el-Khattabi, qui, à partir de 1947, a présidé le comité de libération du Maghreb, et qui avait un projet de fusion des armées de libération du Maghreb et bien sûr guider le combat anticolonial d'une manière unitaire entre les 3 pays à l'époque parce que la Libye était déjà indépendante. Donc cette vision, qui est une vision donc d'une unité fusionnelle, n'allait pas avec la réelle politique des mouvements de libération marocains et tunisiens qui optaient pour une négociation avec la France pays par pays. Les Algériens et l'émir Khattabi étaient contre parce qu'ils craignaient que l'indépendance de l'Algérie, l'indépendance du Maroc, l'indépendance de la Tunisie auraient compris politique l'Algérie française. Cela donc va compliquer la situation encore plus au niveau des relations entre ces pays-là, mais qui va amener par ricochet que
la question algérienne soit inscrite comme question nationale au niveau du mouvement national marocain et du mouvement national tunisien. Ce qui va créer bien sûr tout un tas de complications. Parmi ces complications, bien sûr, c'est la complication de négocier les frontières durant les négociations de la France avec le Maroc, les frontières orientales, et de récupérer, que le Maroc récupère le Sahara oriental avec un certain nombre de villes, dont Tindouf, qui était restée marocaine jusqu'à 1959. Donc le Maroc a refusé, pour ne pas étouffer la résistance algérienne. En contrepartie, le gouvernement provisoire révolutionnaire algérien avait signé un accord comme quoi, après l'indépendance de l'Algérie, on renégociera les frontières et on verra comment arranger ça entre frères. Mais juste après, bien sûr, il y a eu une cinquième complication, c'est la guerre du sable de 1963 entre le Maroc et l'Algérie, qui va annoncer et marquer la fin de l'entente cordiale entre les deux frères maghrébins. Et bien sûr, chacun s'arc-boute sur une idée, le droit historique du Maroc sur un certain nombre de terres et la non, il ne faut pas toucher les frontières héritées de la colonisation qui a été entérinisée par l'Union africaine. Donc cela va créer entre le Maroc et l'Algérie un certain nombre de couacs et ça va se compliquer avec l'entrée de la Mauritanie dans le conflit, l'Espagne, la France, et tout cela donc va créer ce qu'on sait. Je vais donc essayer de passer tout ça. Donc il y aurait ce que vous, après la marche verte organisée par le roi Hassan II et les négociations avec l'Espagne, le Sahara, dans une première partie, a été divisé en deux. L'Espagne a restitué le nord au Maroc et le sud, le Rio de Oro, à la Mauritanie. Mais la Mauritanie n'a pas tenu après les assauts du Polisario et les pressions profondes de l'Algérie. Elle s'est retirée en 1979 et bien sûr une course contre la montre entre le Polisario et le Maroc pour récupérer cette partie. Le Maroc a eu gain de cause, mais ça a ajouté encore une complication à une autre, et donc c'est l'état de guerre, et cet état de guerre a duré plus de 14 ans, plus de 16 ans même, et après, il y a eu un cessez-le-feu le 6 septembre 1991 entre les deux parties, et l'ONU s'est donc accaparée du dossier pour trouver des solutions. Et depuis, il y a donc une armée des Nations Unies dans le Sahara, c'est la MINURSO, donc qui essaye de voir, de respecter ce cessez-le-feu, de voir ce qu'il est respecté ou non, et surtout, à une certaine époque, de voir est-ce que la solution de l'autodétermination des populations est possible, qui pourrait voter. Les différents représentants du secrétaire général de l'ONU ne sont pas arrivés à trouver une masse votante qui fait l'unanimité. Donc la solution de résoudre le problème par le vote est devenue caduque. On est passé à la recherche d'une solution politique. Alors depuis 2007, le Maroc offre une proposition d'autodétermination, pas d'autodétermination, d'autonomie et de régionalisation élargie, mais l'Algérie et le Polisario se tiennent donc à la position de l'autodétermination. C'est l'enlisement, et cet enlisement donc continue à ce jour, et s'aggrave même à ce jour, parce que le Polisario a décrété que le cessez-le-feu est terminé. Donc on est dans un climat de pré-guerre qui pourrait donc éclater à tout moment et menacer la paix dans cette région. Ce conflit hypothèque les chances de développement dans la région, en faisant absorber par les politiques militaires et budgétaires des parts importantes des produits intérieurs des États de la région. Le coût du non-Maghreb dépasse l'entendement. Les attentes des populations maghrébines en termes de démocratie, de droits humains et de développement durable appellent des réformes profondes au niveau des structures mentales et culturelles et au niveau du système de gouvernance, et qu'il serait plus productif et durable
que ces réformes se fassent en bonne intelligence entre États et peuples de la région. Les données du monde actuel, notamment la globalisation de l'économie internationale et la mondialisation des systèmes d'échange et de communication, ne permettent à des acteurs d'accéder au rang de partenaires actifs que s'ils atteignent une masse critique capable d'agir significativement dans la scène internationale. De ce fait, l'édification du Maghreb et l'organisation du monde méditerranéen sont des impératifs stratégiques. La paix dans le monde est menacée par différentes zones de conflit. Celle du Sahara, en dépit des violences qu'elle secrète, peut encore être engagée dans un processus de règlement pacifique, équitable, qui ouvrirait la voie à des coopérations positives et qui donnerait sens aux trois grands vœux: le Maroc et l'avenir de l'Algérie, l'Algérie et l'avenir du Maroc, et le Maghreb et l'avenir aussi bien de l'Europe que de l'Afrique subsaharienne. Conscient des enjeux géostratégiques dans la région, soucieux des véritables intérêts des peuples du Maghreb et œuvrant pour que règne une paix dans cette vieille Afrique du Nord, versant sud de la Méditerranée, un réseau de Maghrébins et de Maghrébines tente depuis 2015 de lancer et de développer une dynamique positive pour la production sociale et culturelle d'un commun maghrébin qui transcenderait aussi bien les conflits entre les États, les chauvinismes de petites identités et les manipulations ethniques, linguistiques et religieuses. Un réseau de ceux qui œuvrent à l'épanouissement d'une citoyenneté maghrébine et à l'émergence de nouvelles formes d'unité capables de penser et de bâtir un Maghreb citoyen, pluriel, créatif, où le nous maghrébin s'enrichirait de toutes les diversités humaines, culturelles et régionales. Ce réseau maghrébin soutient des mouvements sociaux, des hiraks et des mouvements de droit, a produit bien des fissures sur les édifices conservateurs et étatiques. Il est certes porteur d'un espoir, mais son impact est limité. Je vous remercie.